sommes... Nous sommes le mardi. Je pense qu'on dit c'est mercredi parce que j'ai un truc mercredi, donc du coup c'est dans ma tête. On espère que vous êtes très nombreux devant vos postes de télévision à regarder ce rendez-vous, c'est le Grand Talk. Il est réalisé par Madame Eliane Lago. Avec moi ce soir sur le plateau, il y a Madame Edith Broubleu. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice. Comment ça va? Très bien. J'ai retrouvé mes lunettes. C'est bien, ça te va bien aussi, Merci, tu sais. c'est vrai. Ça te donne une allure. Oui, je l'ai, une allure de... Tu vois, à l'époque, on dit c'est les docteurs qui portaient les lunettes. Et il y avait les docteurs et les informaticiens. C'est ça. Voilà. Mais en même temps, j'ai compris pourquoi, parce qu'on est entre les projecteurs, les ordinateurs. Ça te protège. Ça me protège. C'est bien dit. Merci vous également. Ça permet de mieux voir vos jolis yeux. Merci. Je vous en prie, je vous en prie. Monsieur Alain Toussaint, oui. Vous aussi avez de jolis yeux. Oh, merci, 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 merci. Comment ça va? Vous aussi. Merci, merci. Ah, c'est le jour des compliments. Il y a une journée mondiale du compliment, vous savez? Ah ouais? C'est quand? Je le trouve, je vais le trouver. Raciste va trouver. À l'oreillette. Bonsoir Daouda, comment ça va? Bonsoir. Un autre costume, une autre circonstance? Ben non, comme je te l'ai dit, c'est l'outil de travail par excellence. Donc, je viens du bureau, donc c'est pour ça que je suis en costume. Sinon, ça veut dire que si vous partez en tunique au bureau, on ne va pas vous accepter? Non, dans l'administration publique, la tenue qui est réglementaire, c'est le costume. Et puis la C'est là où cravate. j'aimerais faire un débat là-dessus. Ouais. Tu te rappelles quand j'ai voulu faire, j'ai fait un mois pour promouvoir les pains tissés, le port du pain tissé, parce que ce sont nos tenues locales, ce sont de matières locales. Et pourquoi dans l'administration, ce ne serait pas permis? Voilà. On n'a pas dit personne n'a dit que c'était pas C'est permis. mal vu, peut-être. Non, pas forcément. Mais l'idée, c'est que si tout le monde doit venir habillé comme il veut, arrivé un moment, ça va devenir comme un carnaval. Non, mais tu es habillé comme tu... Donc, la tenue traditionnelle, c'est du carnaval. Donc les gens Non. qui viennent Les tenues ici, locales. ici, par exemple, à Live TV, chacun vient comme il veut, ça ressemble du carnaval, c'est ça? Bon, On peut faire un débat souvent, là-dessus il y en a, après. tu sais très bien que souvent il y en a qui sont en petites culottes, en sandales, qui se promènent. Hein. Non, non, en short, dites pas petite culotte. Parce que Bah, petite culotte en et tout cas, sandales, bon, ça ressemble quand même à faut des pas petites donner culottes. l'impression aux téléspectateurs, Voilà. petites C'est culottes. pas admis. Allez chercher bien la définition des petites culottes. Vous direz plus ça sur le plateau. D'accord, donc il y en a qui viennent en short, mais je comprends très bien ce que tu dis. Mais généralement, dans l'administration, il y a des femmes qui viennent en tenue traditionnelle. Et pagne puis en général, les vendredis. Des Le maxi, vendredi, les gens en pagne viennent. baoulé. Non, moi, je ne parle pas de tenue traditionnelle. Par exemple, porter une veste en pagne tissé, baoulé, Mais tu es d'accord avec moi yakuba. que, tu es d'accord avec moi que Ou en pagne du techniquement, Nord. tu prends un pagne kita pour le faire en costume. Déjà, même pour le tissu, simplement, c'est assez cher. Oui. Donc, si tu dois le faire en pagne kita ou bien en raffia, ça devient encore compliqué. Or, ça, Il y a un débat. ça coûte pas Il y a un vraiment débat grand-chose. Hein. intéressant là-dessus. Mais je pense qu'on c'est pour fera ça ce qu'il faut débat développer d'ici la fin de la l'artisanat. semaine. Il faut développer l'artisanat pour Alors- rendre accessible à tout le monde. Tout ça, c'est bien. Oui. Tout ça, c'est bien, venir en costume et en pagne tissé et tout. Mais c'est surtout, il faut qu'on aborde la question de l'ascenseur au niveau de la tour D. Un témoignage là-dessus. Un témoignage On là-dessus. dirait que tu as marché. Hein. Mais C'est compliqué. c'est compliqué. Hein? Je vais me faire le porte-voix de tous les fonctionnaires, c'est ça, tous les employés et toutes les personnes qui travaillent au niveau de la tour D. Franchement, il y a un besoin de maintenance de l'ascenseur au niveau de la tour D. Parce que, ma foi, j'ai vu des gens... Non, mais je veux dire, vous montez, vous êtes obligé d'abord, avant d'arriver même à l'étage qui vous intéresse, il y a des soucis parce que l'ascenseur peut redescendre à un moment donné. On est 35 dans l'ascenseur. 35 nombreux dans l'ascenseur. Ça dit, Mais vous c'est surtout transpirez. le problème de maintenance. Mais je ne sais parce pas que si vous 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 rappelez. descendez de l'ascenseur, c'est comme si vous avez fait l'escalier. Mais le problème, c'est qu'à la tour, à la cité administrative, je voyais au niveau de la tour A et tour B, ils sont en train de construire des baraquements, un peu comme à Sebroco. Oui. Justement, ils doivent déménager Vous faites pour des qu'on travaux. réhabilite cette tour-là. en fait. Et entre-temps, il y a des personnes qui galèrent. J'entendais une dame dans l'ascenseur en train de dire « Seigneur, on souffre ». Et je me suis dit, franchement, il fallait que je Mais je porte... voyais même, parce qu'il y a un vigile qui est censé appuyer les boutons, et donc il était obligé de sortir donc, de l'ascenseur pour regarder si le numéro ne changeait pas, si ces trucs. Et donc, pendant ce temps, nous, on attend, et il appuie, il attend que ça revienne à l'étage où on est, et à un moment donné, il a dû rester à l'étage où il était. On est descendu, et ensuite, ça s'est remis en marche, on est remonté, et puis il est re-rentré. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est à un moment, on était en train d'entendre l'ascenseur, puis quelqu'un a dit « L'ascenseur est bloqué au 15e ». Ah, il est bloqué au 15e, l'ascenseur. Ça fait peur. Non, on en parle, mais c'est un vrai problème. Parce que C'est une pour vraie ceux qui travaillent situation. là-bas tous les jours, c'est Voilà. pas évident. C'est pas évident, c'est C'est pas pénible. évident. Mais moi, j'ai été déjà bloqué de l'ascenseur pendant près de 45 minutes. Wow. Mais je suis resté assez calme.
J'ai juste appuyé sur la sonnette, j'ai attendu, après ils sont venus, ils m'ont sorti de là. Mais c'est franchement au saut, quoi. Vous étiez seul, Ouais, j'étais seul. alors que là, on était 35 dans J'étais J'exagère seul. C'était pour les 45 minutes. comme raison, avec des gens aussi. Mais généralement, quand il y a ce genre de situation, il faut rester calme, arrêter de parler, arrêter de Surtout. dépenser trop d'énergie, à bavarder. Il ne faut pas être claustrophobe. C'est Oui, ça. mais n'empêche, même si ça arrive, il faut tout faire pour rester calme. Mais Très bien. Vous vous rappelez, ça nous était arrivé à New York, à la Tour Trump. Mais exactement, mon cher Alain. Je voulais pas en parler comme ça parce que sinon, extraordinaire. ils allaient se sentir bizarres sur le plateau. Bien sûr, vous bien êtes sûr. pas flotteur. Dans la tour Trump. Yeah. Mais c'était difficile. Mais là, rapidement, on nous a pris en marche parce qu'on a appuyé sur le bouton Outlook. Yeah. OK. Et puis, tout est reparti comme à la Merci beaucoup, normale. Alain. Franchement, vous êtes la mémoire de cette Même, émission. franchement, je m'en souviens comme si c'était hier. hein. On survivre. Donc, quand on a parlé de la tour D, là, ça pouvait se faire. Donc, on a dit la tour Trump, vous avez un problème avec ça. Non, mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, même à la Tour Trump à New York, ça se passe. Donc, un ascenseur, il peut avoir un problème technique. Ah, un vous peu défendez partout. l'ascenseur de la tour D? Mais Je pourquoi vous pas? le souhaite. Si à la Tour Trump, il y en a, c'est qu'à la Tour D, il peut y en avoir. Je vous le souhaite. Bon, voilà, j'ai porté le message de tous les souffrants des ascensions de la tour D. Grande révision, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Souvenez-vous, regardez cette image. Notre sosie, la sosie de notre première dame a été reçue donc par la première dame. Elle et son garde du corps. C'était un bon moment. Voilà. C'est Non, vraiment mais sa sosie, franchement. franchement, C'est déconcertant. Non, en tout cas, la fille est très belle. Et puis, la personne qui a fait la les filles sont coiffure- très belles parce que, enfin, Oui, les filles, oui. les Non, filles- je enfin, parle- je- les- je voulais- les trois sont très belles. Oui, je voulais être plus précis concernant le sosie parce que la coiffure, comment c'est fait, c'est vraiment la mise en scène, c'est Même la forme vraiment du très beau. visage, hein, Oui. je veux dire, il y a Et vraiment une j'avoue ressemblance. qu'à un moment donné, la jeune fille, même sur les réseaux sociaux, avait commencé à vraiment incarner son rôle, à porter les habits de première dame, à lancer des messages. J'avoue que c'était vraiment, vraiment, vraiment très beau. Et je salue au passage la com de la première dame qui, très tôt, est rentrée en contact avec les mamans des jeunes filles. Et après, bon, je pense après des mois et des mois, même si certaines personnes ont sauté sur l'occasion, finalement, elle les a reçues. Elle a donné 2 millions au sosie, 1 million au garde du corps du sosie, et pour participer à comment on appelle ça, leur scolarité, on leur a offert des jeux éducatifs. Les mamans ont reçu des pagnes et des cadeaux aussi. Très bien. Et Vous parliez de la cerise sur communication. le La gâteau, elles ont été communication. invitées pour le prochain app de Noël de Children of Africa. C'est bien. Ouais. Bon, série sur les gâteaux, après vous exagérez un peu quand même. Il y en a qui ne sont pas passés par là qui sont invités. Donc, Oui, mais bon, série sur les n'empêche. gâteaux. Bon, en tout cas, Mais c'est vraiment, la liste complète que j'essaie de faire. ben voilà. Mais comme il vous fallait une transition, Voilà. eh ben c'était série sur les gâteaux. Voilà. Ben, en tout cas, on est content. Et moi, je suis content justement que la petite première dame soit toujours accompagnée de son aide de camp. Ah oui. C'est important parce qu'on ne sait jamais, la célébrité peut envoyer la discorde, vous dites. C'est ça. Mais c'est bien, elles ont été reçues toutes les deux, elles sont magnifiques, toutes les trois, sur cette photo. Parce que si elle est à la ressemblance de la première dame et qu'elle est belle, donc la première dame est belle, ça s'appelle du syllogisme. Ouais, exactement. Culture générale. Ouais, c'est clair. Bon, Daouda, Oui. la vraie question c'est à quand? Non, À quand notre sosie? Non, ne trouve pas de sosie pour nous. Franchement, c'est bon. non Hein? à quand notre victoire. photo? Avec la première dame. Il va comprendre, Daouda, il va comprendre. Non, tu sais, je comprends très vite, mais il faut m'expliquer souvent très longtemps. Voilà l'expression. Elle est pas mal. Bon, Alain, Edith, Daouda, nous allons aborder notre image du jour. L'image numéro 1 s'appelle Kimi Lorraine au sein. Elle décroche sa troisième médaille d'or de l'année. C'est une taekwondoïne, je crois que je prononce bien. Elle est ivoirienne. Elle remporte donc sa troisième médaille d'or en 2023. Particularité, eh bien, elle souhaite défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, quoique courtisée. Par son pays de naissance qui est l'Italie. Et l'Italie, oui. Je pense que c'est pas sa première, comme tu l'as dit, c'est sa troisième médaille et c'est son père qui venait en Côte d'Ivoire et elle a demandé à son père de demander à la fédération s'il pouvait la coopter pour qu'elle combatte pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. J'avoue que c'est une très bonne chose et ça me fait vraiment plaisir. Le plaisir est plus grand quand on sait qu'il y a certains de nos compatriotes qui jouent à l'étranger. Eux, ils ne veulent même pas venir ici, mais qu'une petite
jeune dame de son âge qui est née ailleurs, qui a grandi ailleurs et qui cherche à revenir jouer, j'avoue que c'est quelque chose auquel moi je Dans la dis catégorie de ceux que vous citez, il y en a qui jouent à l'étranger et qui ne veulent pas venir ici. Je peux vous assurer qu'il y a de nombreux qui jouent ici qui veulent partir à l'étranger. Non, en fait, je veux dire, aujourd'hui, ce dont je parle, c'est qu'il y a certains de nos compatriotes qui ont immigré, qui ont fait des enfants. Mais la vraie question, Ils c'est savent- pourquoi ne veulent-ils pas... Non, peut-être, je pense que le premier facteur, ça peut être l'argent. L'argent, d'abord. Moi, je dirais les conditions. Voilà. J'en parle avec Les vous. con- Peut-être, oui, Parce qu'il y a de nombreux joueurs qui s'étaient plaints du fait, par exemple, bon, l'argent, bon, pas ricochet, mais qui s'étaient plaints du fait, par exemple, que lorsqu'ils sont blessés, bon, on ne les prend pas suffisamment, par exemple, en charge. Oui, non, après, c'est les conditions. Donc, c'est pour ça que je dis les revient à conditions. chaque fois, j'avais échangé avec la capitaine des éléphantes, pardon, Ruby Women. Et elle disait donc C'est qu'elle avait été l'héroïsme. courtisée, elle avait été énormément courtisée par le Cameroun, par exemple, pour qu'elle puisse rejoindre leur équipe et même être naturalisée, en fait. Donc, ils sont énormément courtisés parce qu'on lui promettait d'être totalement prise en charge pour toutes les compétitions, pour elle-même, sa vie, Et au nom de la fibre patriotique, elle a dit non, je reste en Côte d'Ivoire. Exactement. Et sa famille est derrière elle pour lui dire Pour la il faut qu'on soutenir. discute. Exactement. Et il y a plein d'autres athlètes qui reçoivent ce genre de propositions ouais. d'autres pays, d'athlètes africains qui reçoivent ce genre de propositions d'autres pays, qui les incitent, qui les motivent à venir chez eux parce qu'on leur offre toutes les meilleures conditions possibles pour pouvoir vivre de leur sport. Voilà. Oui, je pense que le point que évoque Edith est un point important. C'est l'environnement en fait du sport ici, une vraie politique de promotion des disciplines sportives, parce qu'effectivement, quand on est en Italie, en France, aux États-Unis et autres, on est tout de suite tenté de mener une carrière auprès des sélections nationales de ces pays-là, et avec la certitude aussi qu'on peut ne pas être forcément retenu. Ici, il n'y a pas de compétition véritable. Quand vous revenez de l'étranger, vous êtes quasi certain ou certaine d'être sélectionné. Mais je pense qu'il faut une vraie politique qui permet de détecter les talents et puis, bien entendu, comme on dit, professionnaliser l'environnement du sport. Maintenant, la jeune dame, je ne sais pas si elle aura forcément un avenir en équipe d'Italie, de taekwondo aussi, parce qu'elle évolue, la concurrence va être forcément rude. Si elle fait le choix de la Côte d'Ivoire, il faut qu'elle ait la garantie que les conditions seront réunies pour qu'elle puisse pratiquer son sport dans les meilleures conditions. Sinon, ça va faire les regrets de sa vie. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, être sous la bannière de son pays d'origine n'est pas toujours, je veux dire, un mauvais choix, mais effectivement, dans un environnement où l'argent aussi est un élément déterminant, il faut que les conditions soient effectivement réunies pour qu'elle fasse le bon choix. Moi, je dirais conditions, parce que si vous abandonnez ce qu'on peut appeler de meilleures conditions et que vous revenez, par exemple, pour défendre les couleurs de votre pays et que là, vous n'êtes pas dans les conditions que vous avez abandonnées, vous vous retrouvez donc au milieu de deux situations. Et puis, il faut tenir compte aussi du contexte. Hein. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'athlètes d'origine ivoirienne qui compétissent à l'étranger, qui ont vécu à l'étranger, qui y sont nés, qui cherchent également à apprendre à endosser les couleurs de leur pays. Parce qu'au-delà de tout ça, elle est née en Italie, en tout cas, elle vit en Italie. Et derrière aussi, il y a un contexte en Italie qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, parce qu'on le voit un peu sur des témoignages de voyageurs ou même de personnes noires qui vivent en Italie. Il y a un peu de racisme. Il y a énormément de racisme. Moi, je lis les vidéos d'Afro-Américains, je dis même pas d'Africains, qui sont nombreux à raconter leur séjour en Italie, mais pour certains, ils tombent en larmes parce qu'ils ne s'imaginaient pas vivre autant de racisme en dehors de leur pays, aux États-Unis ou ailleurs. C'est pour ça que j'ai même envie de dire qu'il faut compétir sous les saluer couleurs, l'extraordinaire performance d'un certain Balotelli. Bien justement, sûr, je pensais bien sûr, à lui, qui a résisté, qui a malgré résisté. les insultes, Voilà. se faire traiter de singe. Les cris de singes et autres dans Il a les tenu stades. bon, mais oui. c'est pas évident pour tout le monde. Et moi, je pense qu'elle a tout à fait raison de vouloir, en tout cas, porter les couleurs de son pays. Et elle voit un peu, je pense, si tu me permets, Ruth Babi, elle voit Cheikh Cissé, elle voit qu'il brille, en fait, au plan international, mais grâce aussi au fait que la fédération
de taekwondo ivoirienne les soutient également dans cette ascension, dans ce mérite sportif. À propos de racisme aussi, on a eu en France, il y a une vingtaine d'années, Surya Bonali, Oui, la absolument. patineuse qui était enfin en Les tout cas la meilleures, meilleure l'une de des meilleures. de sa génération, mais qui n'a jamais eu la légitimité populaire parce qu'elle était noire et elle était la risée à la fois des spécialistes de ce sport, des médias et du public. Donc la couleur de peau aujourd'hui, être noir et pratiquer un sport de haut niveau, parfois aussi ça... Ah ça ben, vous fait dites des être noir, problèmes. je vais plus loin, juste qu'on considère que vous n'êtes pas légitime dans un pays, parce que C'est ça. on C'est a ça. les Vous cas n'êtes pas de Benzema et autres. Bien sûr. Euh, Oui, Benzema. Et on Mais vous le ramène certains- toujours à la figure. Bah ouais, Lorsque bah oui. vous échouez, lorsque vous avez un échec, on vous le ramène toujours à la Tu figure. sais, le Mais en problème, général- dans le sport, même au-delà. Mais au-delà même du sport, hein, aujourd'hui, même dans la politique, et tout ça, on vous ramène à des questions d'origine. En général, votre quand on ne état. peut pas... Mais à généralement, au niveau du sport, quand tu regardes les grands sportifs, même Zidane, quand ça ne marche pas, on lui rappelle le franco-algérien. Non, Zidane, ça a quand même changé Voilà. un peu parce que lui, il est devenu carrément Oui, une je icône. sais, mais il y a beaucoup jusqu'à- de personnes qui subissent ça. Mais d'autres, oui. Quand ça ne marche pas, ils sont ramenés d'abord à leurs origines. Mais quand tout va bien, ils sont français, ils sont suisses, ils sont belges, ils sont italiens, ils Quand sont ça va ceci. pas, et le Quand ça va, c'est franco-algérien, le franco-algérien, franco-camerounais. c'est le franco-ivoirien, Malien. le franco-camerounais et autres. Mais moi, je remercie la fédération ivoirienne de taekwondo qui a rassuré le papa de la jeune dame pour dire qu'ils allaient mettre tout en œuvre pour qu'elle puisse avoir sa licence ivoirienne et puis compétir sous les couleurs orange, Et blanc qu'on et lui mette les vert. moyens à disposition. Voilà. aussi. Surtout que c'est un très bon athlète. Oui. Au regard de ses performances, on en parlait tout à l'heure. Bon, voilà, on va regarder. En même temps, souvenez-vous, on a hérité de mauvaises habitudes. Hein. Parce qu'il y avait des boxeurs ici, Marie Konaté, qu'on traitait d'Ivoiriens. Quand ils perdaient, c'était le taureau du Mandingue. Ouais, exactement. Après, On a les choses à se reprocher. À propos de nos enfants qui jouent à l'étranger, moi j'ai eu un de mes neveux qui a joué en équipe de Suisse déjà, hein, Yann Guru, pendant longtemps. Dans le pays, il était quand même relativement accepté. Et là, j'en ai un autre qui a débuté il y a 3 semaines avec l'équipe du FC Zurich en première division. en Suisse, Voilà, Calix, Ligue. Et bon, qui a des performances. Mais dans le club, il y a une politique qui permet en tout cas d'intégrer ceux qui seraient d'origine étrangère. Même s'il il a la nationalité suisse, d'ailleurs il a été appelé avec l'équipe de Suisse des moins de 20 ans. Mais la fédération suisse elle-même fait la promotion de ces valeurs qui sont importantes. Parce que le sport, c'est la tolérance, c'est l'acceptation des différences, etc. Mais il y a des pays où l'Italie, comme l'Italie par exemple, où ça part en vrille, où des joueurs d'origine africaine ou autres, en tout cas des étrangers, sont l'objet d'insultes, de provocations, etc. Donc, nos enfants, je dis nos enfants pour parler des Ivoiriens d'origine, qui sont sous d'autres couleurs, si nous créons les conditions, je pense qu'ils viendront ici. Mais il faut faire vite, c'est-à-dire qu'il faut une politique de détection de ces talents-là. Parce qu'une fois qu'ils ont porté la couleur du pays, ils ne sont plus sélectionnables. c'est ça. Voilà, donc en fait dans les compétitions officielles. C'est ça. Donc nos fédérations, foot, handball, basket, doivent vraiment se mettre au travail aussi, parcourir le monde pour détecter ces talents-là. C'est ça, Voilà. exactement. Bon, ben voilà, vous avez 2 neveux en équipe de Suisse. Oui. C'était bon à savoir. Non, l'autre, il est maintenant à la retraite. Johan, il ne joue plus, mais il a joué la Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde avec la Suisse. Et c'est Calix, il est jeune, il a eu 18 ans aujourd'hui d'ailleurs, on est le 21 mars. Ah, son anniversaire. Donc, voilà, c'est son Voilà, joyeux anniversaire. anniversaire. Voilà, et je pense qu'il a une belle carrière qui l'attend aussi en équipe de Suisse. Et c'est un attaquant dont on aurait eu besoin avec nos anciens qui partent bientôt à la retraite. Mais bon, on Il y verra. a des anciens, il y a des jeunes ici, il y a des jeunes buteurs. Voilà. Bon, la journée du compliment, c'est le 1er mars. Voilà. La Ah, c'est le journée jour de mon mondiale de anniversaire la- en plus. Ah ben voilà, c'est pour donc ça c'est que la je journée reçois des des compliments. compliments. Donc c'était l'occasion de faire des compliments à tout le monde. Après toute la vie, il faut faire des compliments aux gens. Exactement. Quand c'est bon. Tous les Quelqu'un jours. m'a dit un jour, il faut dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. C'est déjà très important. Voilà. Faut pas être dans la flagornerie non plus. Il ne faut pas être avare en compliment. En compliment. Ouais, vous êtes Madame Bleu, vous êtes très jolie, ça. c'est Merci. joli. Bon, il ne faut pas Merci. trop en faire non plus. Bon, d'accord, si vous le dites, alors tout ça. J'allais vous dire le même compliment, vous êtes très jolie. Alors. Vous aussi, mon cher Daouda. Je vous aime beaucoup, vous êtes très beau. Bon, allez-y, Michel Gou, parce qu'on va faire la page humour. Michel Gou et ses amis, on va dire ça comme ça, à l'image de Jamel et ses amis, vous vous souvenez?
C'était le titre d'un spectacle, Jamel et ses amis. Voilà, au Marrakech du Rire, c'était Jamel Debbouze et ses amis. Jamel et ses amis. C'est plutôt Michel Gouou et ses amis. On citera Digbe Cravate, Ramatoulaye, Welfar Kaya du Congo, Omega David de Côte d'Ivoire et bien d'autres. Omar Mané, hein, le Guinéen. Eh bien, ils étaient tous à Paris. Donc, ils ont donné un magnifique spectacle au Casino de Paris. C'était full et c'était beau. C'était très, très beau. Voilà. Quelques images, voilà. Bon, c'était notre plaisir. Il y avait Grand P ou quoi? Oui, je crois qu'il était au spectacle. Il était en Oui, il guest. était là, il était Mais là. le voilà, il est- Il était présent. Il était en guest. En tout cas, j'avoue que Gou, c'est une fierté au niveau de l'humour en Côte d'Ivoire. Surtout qu'il a sorti un livre où il racontait son parcours, les péripéties qu'il a eu à traverser tout le long de son parcours. Quand tu vois l'homme aujourd'hui, parce qu'en Côte d'Ivoire, je vais dire, nous-mêmes, on ne célèbre pas assez Gou Michel. Mais quand tu vas à l'étranger, mais quand les gens te parlent de Gou Michel, mais c'est une star. Ça veut dire que, en gros, ça confirme l'adage qui dit que nul n'est prophète chez soi. Et j'avoue, c'est très bien de voir tous ces humoristes-là se mettre ensemble pour soutenir un grand frère dans son humour panafricain, en France, au Casino, franchement, dans une salle comme Chapeau bas. Vous l'avez dit, à au l'artiste nombre avec. des icônes dont on peut être très très fier, eh bien, on écrira le nom de Michel Gou en lettres d'or parce que il fait partie vraiment de ces personnes adulées donc en Afrique et ailleurs, hein, Oui, partout. Et pour connaître l'homme, Michel Gou, il a quelque chose. Il est humain, il a une forme de. Je pense qu'il a une aura qui Une est aura, une forme de particulière, bonhomie comme ça. Parce que des Guignols, d'Abidjan, Il a un parcours aussi, il a un effectivement. parcours incroyable et je pense qu'il y a aussi sa constance et le fait que en plus de son talent, il continue d'apprendre et de partager aussi aux plus jeunes. Exactement, Aussi. exactement. Et bon, dernièrement, ça s'est matérialisé en une villa qu'il a reçue, qui lui a été offerte par une promotion immobilière. Je pense que c'est Non, mais vraiment au-delà- un homme accompli. Au-delà du parcours, vous parliez, donc on va l'inclure dans le parcours, il y a aussi le fait que Gou ait réussi à braver. Est-ce qu'il pouvait être un frein, C'est ça, un obstacle, un handicap exactement. qu'il a su mettre de côté pour pouvoir être aujourd'hui au sommet de son art. Comme et quoi, voilà. l'autodérision, souvent, ça paye. Exactement. Vous savez de quoi vous parlez. Daouda Souris, Non, mais bon, je sais de quoi je parle. bien sûr. Il faut savoir se moquer de soi-même. Exactement. Bon, allez, on va parler justice à présent, hein, avec l'affaire d'Amana Picasse, on va le dire comme ça. Eh bien, il a été auditionné par le juge d'instruction, vous vous en souvenez, on en parlait. Enfin, avant d'en avoir parlé, le PPACI, par la voix de M. Katina, avait informé l'opinion publique nationale et internationale que M. Damana Picasse avait reçu une autre convocation pour être auditionné. Eh bien, il a été auditionné et il est rentré chez lui. Daouda. Oui, l'affaire est toujours en cours. Je pense qu'ils sont toujours au niveau de comment on appelle ça, la procédure d'enquête, seulement que ce n'est pas encore fini. Mais avant, dans leur communiqué, le PPAC avait dénoncé, selon eux, l'instrumentalisation à des fins politiques de l'appareil judiciaire par le pouvoir et le LAGP. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je pense que la dernière fois qu'on en parlait ici, André et moi, on a été clairs sur le sujet. Pour ma part, moi, j'estime que il faut souvent faire la part des choses entre politique et la personne. La personne est accusée de quelque chose, la procédure est en cours. Pour moi, ça ne sert à rien que le politique vienne s'y mixer les dents pour estimer que oui, c'est une affaire politique, c'est une instrumentalisation. Laissons les choses suivre son cours pour comprendre véritablement qu'est-ce qui se passe dans ce dossier de Anan Kouakouté. Parce que finalement, on ne sait pas. On veut tout savoir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc, quand après le PPACI sort pour dire que c'est une instrumentalisation, je ne sais pas pourquoi, sur quoi il se base pour le dire, mais j'estime qu'il faut aller avec la pédale douce sur ce Vous dossier-là. parlez d'instrumentalisation, j'ai même évoqué la question du harcèlement. Voilà. Voilà. Oui, écoutez, c'est un peu le feuilleton de ce premier trimestre 2023. Le changement est qu'il est parti seulement avec ses avocats à cette convocation, donc il n'y aura pas de nouvel emprisonnement d'opposants supporters de M. Picasse. Maintenant, ce que moi je veux relever ici, c'est le fait que quand on est acteur politique, on a forcément une sorte, croit-on, avoir une sorte d'immunité.
On se dit la justice convoque un acteur politique et on trouve ça anormal, alors que c'est dans l'ordre des choses. Il y a eu des faits et certainement les premières enquêtes ont permis aux magistrats qui mènent les investigations d'avoir les noms de telle ou telle personne dans ce dossier. Donc il faut naturellement les entendre, vous voyez. Et à l'issue de cette deuxième audition, il est encore retourné libre chez lui. Donc on attend de savoir ce qu'il y a exactement dans ce dossier-là. Maintenant, la justice, il faut qu'elle soit la même pour tous. Parce que la semaine dernière, on a vu via les réseaux sociaux, et d'ailleurs on en a débattu ici, une responsable du PPACI a vu son domicile violé par des supporters du parti au pouvoir. On n'a pas encore entendu qu'il y ait l'ouverture d'une information judiciaire où elle a porté plainte. Quelle suite sera donnée à cette plainte-là? Donc il faut que ceux qui sont dans la politique, qui sont les animateurs de la vie politique, ne pensent pas que parce qu'ils sont dans un parti politique, cela leur confère forcément une sorte d'immunité. Je pense que la justice doit être la même pour tous et il faut laisser travailler les magistrats. Au lieu de faire assaut de commentaires, etc., je pense que c'est tout à fait normal, dès lors qu'on est cité dans une affaire criminelle ou dans une affaire terroriste comme ce dossier, il faut laisser la justice travailler. Alors, question de compréhension. Vous évoquez la question de M. Damanan Picasse en tant qu'individu, mais est-ce qu'il n'est pas avéré qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, M. Damanan Picasse a une double casquette? Est-ce qu'on peut dissocier le civil de l'homme politique? Les investigations ne sont pas déclenchées parce qu'il serait un acteur politique. Il s'appelle M. Damanan Picasse et il apparaît, selon ce qu'on a pu lire, que son nom figure parmi des personnes qui seraient suspectes. Mais il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais si un journaliste vole, on ne dira pas l'individu Daouda Coulibaly, on dira le journaliste Daouda Coulibaly a été... Oui, puisque nous sommes dans une société où on a la profession qui nous qualifie et qui nous identifie. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on est journaliste, on est forcément condamné ou coupable de tel ou tel fait. Damanan Picasse est connu en Côte d'Ivoire en tant qu'acteur politique. Voilà. Quand vous parlez de l'autre Pierre Palmade, c'est ça? Oui, Pierre Palmade. Bon, quand on parle de lui, on dit l'acteur, ou le comédien, l'humoriste, c'est ça, il est humoriste encore. Bon, voilà, Pierre Palmade. Donc il faut forcément, pour l'identifier, qu'on ajoute quand même ce déterminant. Mais Brice, au-delà de tout ce que tu dis, il est important aussi que, tu vois, sur notre scène politique, il faut dissocier les choses. Parce que ça a tendance, en fait, à cristalliser la situation politique dans laquelle nous nous trouvons. Parce que chaque fois, vous avez vu la première fois, il y a 26 personnes qui sont parties en accompagnateur, qui se retrouvent en prison aujourd'hui pour 2 ans de prison pour trouble à l'ordre public. Parce qu'ils se disent, oui, c'est notre acteur, c'est notre leader qui a été arrêté. C'est un homme, c'est un justiciable comme tout le monde, comme toi et moi. Donc, la justice peut l'entendre au moment où elle veut. Donc, il faut sortir de ce canevas de dire oui, c'est du harcèlement, c'est du ceci. Laissons les choses suivre leur cours jusqu'à son terme. Après, on pourra dire le fin mot de l'histoire. Mais là, présentement, on ne sait rien véritablement du fond du dossier. Mais vous reprochez, par exemple, au PPACI d'évoquer une situation d'un de leurs membres, donc je vais m'arrêter à l'un de leurs qui se retrouve aujourd'hui confronté à une situation. Ils ne peuvent pas les seuls, ils sont 2. Ils ont le droit aussi quand même d'informer l'opinion publique. Et puis d'une situation. on est dans un contexte politique qu'on ne veuille. Ils n'allaient pas le lâcher. Voilà, on est dans un contexte politique qu'on le veuille ou pas. C'est un homme politique, ils font partie d'un parti politique. Donc forcément, lorsqu'il y a instruction, il y a un dossier qui est en cours, où ils sont entendus sur un dossier, mais forcément la casquette politique va revenir. Il y aura forcément cette interprétation politique qui va forcément revenir. Non, qui va forcément revenir. Avec Ousmane Sonko aussi. On ne peut pas leur interdire cela parce que, de toute façon, quand on parle d'acteurs politiques, quand on parle de jeux politiques, tout ça, ça en fait partie. Moi, je vous ramène à l'histoire, à l'affaire Ousmane Sonko, où Ousmane Sonko, clairement, s'était trompé. Et lorsque le ministre en question a porté plainte pour diffamation, on a estimé que tout ça participait de l'acharnement. Justement, je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que la casquette politique soit un pare-feu
pour ne pas atteindre des justifications. Parce qu'on est tous... Ben, une chose est sûre, avec une chose est sûre, Daouda, avec ce qu'on voit, on se rend bien compte que la casquette politique n'est pas un pare-feu. Vu qu'il a été entendu, voilà, ça n'a pas empêché qu'on l'entende. Justement parce que les gens l'utilisent aujourd'hui comme pare-feu, les partis politiques l'utilisent comme pare-feu. Pour dire oui, dès l'instant qu'on demande, on convoque quelqu'un, non, c'est parce qu'il a dit... Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'Alain a fait on va dire, une sorte de parallèle. Parce que quand, d'un autre côté, on voit des personnes qui viennent, comme tu l'as dit, violer un domicile et qui ne sont pas entendues, même s'il y a une plainte qui a été déposée et que cela ne fait même pas grand bruit et que finalement ils continuent de continuer les activités alors que ce qu'ils ont fait est quand même assez grave et que de l'autre côté, comment tu penses qu'eux ils l'interprètent en tant qu'acteurs politiques? Une plainte a été déposée, mais je pense que... C'est tout à fait normal qu'ils soient entendus dans une affaire judiciaire. Moi, ce que j'ai dit, une plainte a été déposée, on n'a pas encore le fait mot. J'ai 30 secondes avant de partir à la pub, s'il vous plaît. Une plainte, comme il a été dit, une plainte a été déposée par Marie-Odette Lorugnon. Je pense que sûrement la justice est en train de travailler. Elle ne va pas venir sur la place publique, venir étaler pour dire ceci, c'est cela. Finalement, en général, pour certains cas, ils viennent sur la place publique. Justement, la plainte a été, quand on dépose une plainte, il y a des enquêtes qui sont en cours. Peut-être que les enquêtes sont en cours, peut-être que ce n'est pas en cours, on ne sait pas. Mais arrêtons-nous sur les faits, c'est le fait d'avoir... Sortons les supputations et allons-y sur les faits. Excusez-moi, bien sûr, le dossier de Mme Lorugnon, quelle enquête faut-il? Parce qu'il y a un La personne elle-même fait un live sur Facebook pour dire je suis au domicile de telle personne. Donc, elle proclame avoir violé, comment on dit, il y a du matériel qui est présent. Vous parlez d'une enquête, mais il y a aussi effectivement l'organisation d'un dossier. Voilà, ça peut prendre le temps. On ne sait pas. On va sortir des supputations, des perceptions, des interprétations. Pour revenir au fait, c'est que la justice, n'ayant pas entendu la question du pare-feu, a tout de même quand même entendu M. Damana Picasse. Voilà. Et puis, ben voilà. Et les hommes politiques doivent savoir qu'ils ne bénéficient pas d'une immunité parce qu'ils seraient dans la vie politique. Mais je crois qu'ils le comprennent. Non, mais il faut qu'ils le comprennent, qu'on soit dans le camp du pouvoir ou celui de l'opposition. On marque la pause. Maintenant, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de Madame Edith Broubleu. Il y a Monsieur Alain Toussaint, il y a Sa Majesté Daouda à nos côtés. Et la belle Isabelle est avec nous. Bonsoir Isabelle, comment ça va? Salut Brice, salut à la team. Bonsoir chez vous. Alors Isabelle, vous étiez... j'ai envie de dire notre reporter, parce qu'on va aborder la question du congrès du PDCI. À quoi devra-t-on s'attendre? Je reviens à vous tout à l'heure, pour nous donner votre point de vue. J'ai fait le truc du journaliste, là. Il y a le reporter qui vient, votre spécialiste de la question. Maintenant, le PDCI est en congrès très très bientôt. Le PDCI a opéré de nombreuses réformes, au point qu'on se pose des questions. Que va-t-il se passer à ce congrès? Écoutez, à quoi peut-on ou doit-on s'attendre? Ce congrès était attendu, d'autant qu'il a été repoussé à plusieurs reprises. Et c'est un moment, une séquence intéressante pour ce parti. Et au cours de ce congrès, l'ancien président Bédié, ou le président Bédié, si vous voulez, devrait en tout cas remobiliser ses troupes en vue des prochaines échéances électorales et surtout avec en idée d'aller à la présidentielle de 2025. Donc c'est un moment important puisque le PDCI effectivement a procédé à de nombreuses restructurations quasi hebdomadaires depuis plusieurs mois. Donc lors de ce congrès extraordinaire, on verra bien le résultat de tout cela. Là, il y a quelques jours, je crois que je lisais quelque part qu'il y avait le comité de mobilisation qui était mis en place. Non, il y a un comité qui a été mis en place dont M. Henri Konan-Bédié lui-même est le superviseur, puisqu'il y a le décret qui est sorti. Niamion Gouran est le vice-président de la coordination du congrès extraordinaire. M. Kakou, Maurice Kakou Dikaoué, lui, il est le vice-président chargé de la coordination générale du congrès extraordinaire. Donc il y a toute une liste qui est sortie. Le congrès est prévu se tenir pour le 30, pour la fin du mois. J'espère qu'au sorti de ce congrès-là, on saura quel sera finalement le planning du PDCI, parce que sur ce plateau, généralement, les gens entendaient, mais ils proposent quoi? Je pense qu'au sorti de ce congrès, ils vont nous proposer quelque chose aux Ivoiriens pour une bonne politique nationale. Isabelle, pensez que ça sera un long fleuve tranquille, ce congrès? Ou est-ce qu'on aura des voix? Enfin, est-ce que ça sera un long fleuve tranquille? Non, je pense que ce congrès a longtemps été attendu. Il est là enfin. Ça intervient à un moment où
le PDCI voit énormément de ses militants partir vers le RHDP. Le président Henri Konan Bédié lui-même... Énormément, je vais nuancer. Non, Énormément. Énormément quand même. Il y a eu une saignée quand même au Quand niveau les du gros cadres s'en PDCI. vont, voilà. Voilà. Et c'est ça qui est énormément? Oui, bien sûr. Et le président Henri Konan Bédié a quand même perdu son directeur de cabinet qui a récemment donc rejoint le RHDP. Donc ça intervient à un moment où on a envie de dire que le PDCI est à la croisée des chemins. Il y a énormément de tendances à l'intérieur même du parti où des voix se lèvent en fait pour plus ou moins dénoncer, je veux dire, la gestion du président Henri Konan Bédié. Plusieurs cadres également ont fait preuve comment dirais-je, de certaines ambitions présidentielles, etc. Donc de ce congrès, en fait, on attend plus ou moins la position même du président Henri Konan Bédié quant à l'orientation qu'il va donner à son parti vis-à-vis de ce que les uns et les autres attendent réellement de... Isabelle, quand on vous entend, on a vraiment l'impression que les choses sont catastrophiques au PDCI. Non, c'est ce que je c'est pas que c'est catastrophique, mais je veux dire, il y a énormément d'attentes au niveau donc de ce parti-là. Parce que le parti dit, militants. le PDCI, le parti dit, tout va bien. Oui, parce que le PDCI a toujours eu l'habitude d'aller à son rythme. Bon, on ne peut pas dire qu'il soit à la croisée des chemins. Il a un président qui est en place, avec autour de lui son bureau politique composé de plusieurs dizaines de vice-présidents. Et je pense que ce parti est tout tourné vers la reconquête du pouvoir. Effectivement, la machine semble un peu lourde, parce qu'on est parfois, en tant qu'observateur, agacé par la énième publication de la nomination de telle ou telle personne, mais je pense que c'est le moment de trouver des ajustements, d'autant que le principal test qui viendra ne va pas tarder, puisqu'en octobre ou novembre, si les dates sont maintenues, le PDCI ira sur le terrain à la conquête des voix, donc des électeurs, pour savoir exactement ce qu'il vaut face à un parti présidentiel qui, lui, s'est restructuré depuis, ça fait quoi, 1 an maintenant. Le RHDP s'est remis en ordre de bataille, donc le PDCI est obligé aussi d'apporter, comme on dit, la réponse à cette mobilisation du camp présidentiel. Mais je ne pense pas qu'il y ait le feu, comme on dit, au lac. C'est ça? À la demeure? Oui, à la demeure ou le feu au lac. Non, je n'ai pas dit qu'il y avait le feu. Je dis juste que les militants attendent beaucoup, oui, en bien tout cas, sûr. du parti de ce congrès-là. Savoir est-ce que le président Henri Konan Bédié va pouvoir encore assumer sa suprématie au niveau du parti ou alors est-ce qu'il va proposer un nouveau dauphin. Enfin, en tout cas, il y a énormément d'attentes, je pense, au niveau des militants, mais aussi au niveau de la vie politique elle-même en général vis-à-vis des autres partis politiques. Le dauphin, ce sera lui. C'est lui qui sera le successeur. Je pense que si M. Henri Konan Bédié se repositionne encore en tant que candidat du PDCI, ça sera assez compliqué puisqu'elle en parlait tout à l'heure. Pourquoi, Daouda? Non, vous dites ça? Non, je dis ça pour 2 raisons. Déjà, même en interne, il y a une jeunesse qui souhaite que les choses se renouvellent au sein du PDCI. Une partie de la jeunesse, parce que... C'est ce que je dis, justement. Mais quand vous dites une jeunesse, attention, je nuance. Justement, je dis une jeunesse, ça veut dire que c'est une partie. Oui. Mais au-delà de ça, je veux dire, aujourd'hui, Bédié, avec son âge, est-ce qu'il pourra tenir jusqu'au bout? C'est ça la question. Nous avons reçu M. Bretoumi qui nous a affirmé que M. Henri Konan Bédié, que le président Bédié était en bonne forme et qu'il recevait encore. On l'a vu récemment, oui. Non, mais il ne peut pas dire autre chose que ça, finalement. Mais on l'a vu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Même si tu l'as vu, Brice, je veux dire, pratiquement à plus de 80 ans, j'avoue que même pour des gens qui ont 50 ans ou bien 60 ans qui gèrent le pouvoir, arrivé à un moment, ça devient lourd, ça devient pesant. Est-ce que c'est ce que, d'abord, c'est ce que la jeunesse du PDCI veut? Est-ce que c'est ce que la jeunesse ivoirienne veut pour 2025? Pour ma part, je ne pense pas. Je pense que pour une population qui est très jeune, franchement, je ne pense pas qu'elle souhaite avoir à sa tête encore quelqu'un qui a plus de 80 ans. Alors, non, je pense que c'est pas là le problème. Je ne suis pas trop d'accord avec Daouda, parce que je ne veux pas qu'on s'arrête sur l'âge. Oui. Moi, je pense que peu importe l'âge, si la personne a les compétences, la force physique, mentale, intellectuelle, etc., de pouvoir faire le travail qu'il faut, je pense qu'il faut le laisser. Il faut le laisser continuer. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais en revanche, je suis pour le fait de renouveler les générations. De toute façon, même s'il ne part pas, ça va se faire tout seul, naturellement. Parce qu'aujourd'hui, quand moi j'entends ce genre de propos venant d'Isabelle, dit que oui, quel que soit. Finalement, Isabelle, disons les choses clairement. Disons les choses clairement. Avec ce genre de mentalité, c'est des jeunes qui se comportent comme des vieux.
Quand tu regardes des États sérieux qui sont en train de se développer, à leur tête, ce pas des gens qui ont plus de 80 ans, quoi, en fait. Mais excusez-moi. Excusez-moi. Le débat des compétences, je veux qu'on fasse le débat, en fait, Bah oui. du fait que Le la personne président puisse américain. effectivement conduire, en fait, Mais la justement, chose. Oui. Vous parlez du président américain. Oui, En même mais temps, il y a quand on d'autres regarde ce qui s'y présidents passe qui sont beaucoup plus aujourd'hui, âgés. quand on regarde ce qui s'y passe aujourd'hui, bon, Mais après, Voilà. on a vu des jeunes à la tête d'État comme Bien Madagascar. Après, on a vu Mais cette... un jeune qui est dans l'actualité, c'est le président Macron, avec la casse sociale qu'il est en train de faire en France. Je ne pense pas que ce soit l'œuvre d'un président qui a extraordinairement mais réussi je pense son, que je voudrais son- dire, est-ce qu'il n'avait pas le droit son mandat. Voilà, et le débat. Ne Le veut débat rien dire. Exactement. Voilà. L'âge ne veut rien dire. N'est Tu pas- peux n'est pas avoir pertinent, 30 ans c'est et être sûr. complètement nul, comme tu peux avoir 50 ans et être complètement, voilà. Je trouve Isabelle, que ça- soyons réalistes, à plus de 80 ans, gérer un pouvoir, gérer un pays comme la Côte d'Ivoire, j'avoue que ce n'est pas quelque chose qui est aisé. Non, je trouve que c'est un Bon, argument qui ça, c'est qui mon- n'est c'est- pas... c'est- Non. c'est mon avis. En tout cas, Voilà. je ne partage pas du tout ton avis. Je pense Ce qui que est beaucoup ton de droit le plus téléspectateurs absolu. ne partagent pas cet avis. On a vu que l'âge n'était pas un problème. Tu ne connais pas, par exemple, le bilan de santé du président Henri Konan Bédié. C'est vrai, tu peux avoir des appréhensions et des craintes. Mais comme on l'a vu, comme on le constate dans certaines nations développées, l'âge n'est pas forcément un problème. Parce que si des personnes ont décidé de lire cette personne, de lui faire confiance, ils ont des raisons. Alors, on Prenons va le cas sortir du la président. question de oui, l'âge non. pour revenir au Congrès, Donc voilà, s'il vous au plaît. Congrès, Ouais. moi, la question que je me pose, c'est vrai on parle de saigner de certains cadres du PDCI. On a reçu le député Brédoumi ici, qui en tout cas, malgré tout ça, et c'est tout à fait normal, il ne dira pas le contraire, voyait le verre à moitié plein, et je pense même totalement plein, parce que de son regard, il considère qu'ils fonctionnent et ils avancent en bloc, tous ensemble. C'est vrai qu'il y a eu des velléités au niveau de certains de leurs cadres, comme Jean-Louis Billon, qui quand même prétendait aussi à pouvoir briguer, ou en tout cas être retenu pour représenter le parti aux prochaines joutes électorales. Mais je pense que malgré tout, le président Henri Konan Bédié a réussi quand même à maintenir cette confiance, à maintenir ce bloc, à être ce fameux sphinx qui dirige ce parti depuis de nombreuses années, malgré tous les problèmes rencontrés au sein de ce parti. La division n'y est pas pour l'instant. Et je pense que, comme je disais, ils voient le verre à moitié plein. Et je pense qu'ils considèrent que ces départs, finalement, peut-être représentent une bonne chose pour eux, parce qu'ils ont pu se libérer de certains éléments qui, finalement, ne leur servaient plus à rien, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est un congrès qui va certainement très bien se passer, parce qu'il y a eu des restructurations. C'est le moment de faire le point, le bilan. Et on a vu que voilà, le secrétaire exécutif aussi avait fait une campagne, en tout cas une tournée, pour pouvoir mettre en avant le choix du président Henri Konan Bédié comme celui qui briguerait donc, cette élection. Donc je pense que c'est au beau fixe Alors pour là, ce parti. au cours de ce congrès, est-ce qu'on aura, pour les téléspectateurs, on fait un peu de pédagogie, est-ce qu'on aura le nom du futur candidat à l'élection présidentielle? Est-ce qu'on aura, par exemple, d'autres, des velléités? Est-ce qu'on aura des... Non, je pense que ce n'est pas l'habitude du PDCI de mettre sur la place publique ces divergences intérieures, même si on a eu par le passé le ministre Kakabé qui, lui, avait essayé de prendre un peu de vitesse le président Bédié. Je ne pense pas qu'on sortira de ce congrès dit extraordinaire avec des résolutions révolutionnaires. Et si le PDCI a en tête la présidentielle, ce sera certainement avec le président Bédié comme candidat. En tout cas, ils pourront laisser planer le suspense, quitte à ce que dans quelques mois, un an maximum, on ait l'identité. Sur une des photos du congrès, vous pensez qu'on retrouverait Jean-Louis Billon dans les rangs? Ah, forcément, c'est un acteur important du parti et je pense qu'il n'est pas un dissident de ce parti. C'est un collaborateur, un partenaire important du président Bédié. Il est au cœur de la machine du parti et lui aussi, il est tout engagé à la reconquête du pouvoir par le PDCI. Donc, je pense que c'est un élément important sur lequel le PDCI s'appuiera, qu'il soit le candidat ou un soutien du candidat qui sera désigné. Très bien. Voilà. On va regarder. On va rappeler que le congrès du PDCI est prévu se tenir le 30 mars prochain. Voilà, on va regarder très très près. Le jour de la fête des Renaissances, pour un certain. Ah aussi. Elle est bonne Je celle-là. crois que tu as le dit. Mais tu sais, bizarrement, moi, sur le sujet, je veux dire, pour moi, je pense que on parlait d'âge, pour moi, les trois grands,
vraiment qu'ils prennent Ils sont un tous repos vieux. sabbatique. Mais C'est mon souhait. Là, L'âge c'est n'est un pas lié à plaidoyer, la je souhaite. compétence. Voilà, c'est Je ça, comprends, c'est ça, l'âge je veux n'est dire. pas C'est ceci, lié à la l'âge n'est pas compétence. cela, mais pour moi, M. Arikona Bédié, M. Laurent Gbagbo, M. Alassane Ouattara, ils doivent prendre un repos sabbatique. Un repos même, ce serait bien parce qu'aujourd'hui. on revient normalement Oui, après. oui, non, en fait, je n'ai pas dit sabbatique, mais je viens, pardon. Pour moi, ils doivent se reposer définitivement et donner des conseils à leurs jeunes frères pour qu'ils puissent diriger ce pays. Parce que les plus graves crises que nous avons connues dans ce pays-là depuis les années 90, c'est avec les trois noms. Pour vous parler comme les gens, à un moment donné, il faut qu'ils se reposent. En l'occurrence, pour parler comme vous-même. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les anciens. Voilà, ils sauront faire preuve de sagesse le On moment espère bien. venu, et puis ils prendront les décisions qui s'imposent. Mais on ne peut pas, je veux dire, réduire la vie politique ivoirienne à une affaire de triumvirat. Les anciens qui veulent tout garder, il faut les laisser faire. Ils ont des partis politiques. S'ils sont désignés comme candidats de leur parti, ben ils seront candidats. Donc c'est plutôt aux responsables, aux membres des partis politiques qu'il faut parler. S'ils ont le bon discours pour parler aux uns aux autres, sans doute que ces personnalités accepteront de se plier à votre volonté. Mais on ne peut pas... Et puis non, ne le dites pas, ne le dites pas à son souhait. souhait. D'accord. Et C'est n'oublie pas pas qu'un volonté. jour, tu seras aussi vieux, tu auras 70 Oui, ans, quand peut-être je que tu suis- seras quand encore je- en forme. Mais- pour Daouda, travailler. il a expliqué pour vous l'âge de dire- la retraite. non, en On va fait. revenir. S'il vous plaît, dire- s'il vous plaît. Pour vous s'il dire vous la plaît, vérité s'il me vous plaît. concernant, moi, à un certain âge, je prends un repos, je laisse la place aux autres. C'est C'est comme gardé dans ça. la barre. Non, gardez ça pour la barre. Parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie où j'ai laissé la place aux plus jeunes. C'est comme ça que ça se passe dans mon esprit, dans mon mindset. À 70 Et je fais ans. pas, oui, je fais pas de bagarre avec les petits frères. D'accord. Voilà, je les conseille, je les aide, je les pousse à avancer. Non, C'est peut-être comme ça que- Et un à doigt. 70 ans, tu vas te Peut-être que reposer. l'âge tout Je de le me la temps. repose retraite. tranquillement Si on doit avec s'inscrire- ma douce colombe à Boaké. On sait ce que vous allez faire. Merci. Si on doit Merci. s'inscrire C'est dans très la gentil. volonté de Daouda, ça serait donc comment De tuer dirais-je, tous les vieux. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. d'appliquer l'âge de la retraite, en fait, aux politiques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien. Bon. Non, mais je parlais de l'exemple Au moins, ça de... c'est dit. Mon père m'avait raconté l'histoire de la tortue, de Dieu qui avait demandé. Les jeunes s'étaient plaints. Ah, c'est une petite histoire que je vous raconte avant d'aller à la prochaine étape. Les jeunes s'étaient plaints du fait que leurs parents les opprimaient. Ils sont allés rencontrer Dieu. Et Dieu leur a dit, qu'est-ce que vous avez comme solution? Ils disent, on veut tuer les vieux. Il dit, ben allez-y, faites. Sauf la tortue qui n'avait pas tué sa mère. Et un jour, ils voulaient de l'avancer. Dieu leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, non, on veut... Il dit, bon, ok. Je souhaite que vous me fabriquiez un fil en sable. Et si vous faites ça, vous aurez ce que vous voulez. Et personne n'arrive à le faire. Et la tortue a posé la question à sa maman. Elle lui a dit, va demander à Dieu de te donner un échantillon. Quand elle est revenue, Dieu lui a dit, tu n'as pas tué ta mère, toi. Non, parce que tu as la solution. Voilà. Exactement. C'est une petite leçon, une petite histoire, moralité, chacun la tire comme il veut. Oui, mais bon, je veux dire. Ça va, on sait ce que vous allez faire quand vous avez 70 ans. Merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin de nous rappeler Mais j'ai ce que vous allez faire. l'impression que Brice, tu ne veux jamais pratiquement que je m'exprime. Non, vous passez du temps, vous passez Bon, tout je votre temps à ne vous vais plus exprimer. m'exprimer, Brice. Vous Brice, passez beaucoup toi de et moi, temps. Brice. Vous passez beaucoup de Brice, temps. toi et moi, c'est fini à nous. Ben voilà. Voilà. La rupture est consommée. Chacun On va à la va pub. rendre son cadeau. Voilà, allez, c'est fini. Je me suis tourné, je lui tourne le dos. Je ne lui parle plus. Lui aussi, il me parle plus durant l'émission. Bon, on va parler des jeunes, hein, vu que vous en parlez. Eh bien, nouvelle dotation pour les jeunes, en faveur des jeunes. Ce sont 31 milliards qui sont donc repartis donc, pour 21 régions. C'est le gouvernement donc, sur tous les fronts. Daouda, ça vous fait plaisir. Ah oui, c'est bon, on se parle plus. On ne se parle plus. Madame Bleu. Non, mais oui, c'est bien de voir qu'il y a autant de financement, d'argent et de milliards qui sont mis à la disposition de la jeunesse pour qu'elle puisse bénéficier d'opportunités d'emploi, qu'elle puisse elle-même, donc en devenant entrepreneur, créer des emplois. On a parlé récemment des conclusions qui ont été remises, en tout cas les conclusions des consultations qui ont été faites par le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Emploi, qui a fait ces consultations auprès de beaucoup d'associations de jeunes et qui, au final, est sorti avec des conclusions qui ont été remises au Premier ministre. Et donc, un financement, on en avait parlé, de 260 milliards qui est prévu dans le cadre du financement des projets de la jeunesse qu'on appelle PJGouv 1.
et qui va certainement se décliner en différentes actions et différents projets. Donc, je voyais des commentaires sur Facebook de certains jeunes aussi qui parlaient, c'est bien d'avoir tous ces milliards qui sont distribués, mais qui voulaient avoir une certaine idée de l'impact de ces projets Très bien. et comprendre. Et je pense que c'est l'occasion aussi pour ce ministère de pouvoir le faire aussi. Je suis en train de me dire, est-ce que finalement, cette année de la jeunesse dont on parle tant, est-ce qu'on ne parle pas tant, beaucoup trop d'argent? Mais je pense qu'on ne peut pas rester comme ça, bref, et ne pas parler d'argent parce que selon le dernier RGPH, les jeunes Le représentent... recensement général de l'habitat de la population. Voilà, ils représentent 73% de la population. Et quand tu sais qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui n'ont pas d'emploi et autres, mais pour leur trouver de l'emploi, il faut injecter de l'argent. Quand tu sais qu'aujourd'hui, notre pays est enclin au djihadisme, au terrorisme qui est pratiquement à nos frontières, mais il faut occuper ces jeunes-là pour ne pas qu'ils aillent vers ces terroristes-là pour venir commettre des actes dans notre propre pays. Donc, forcément, pour leur trouver de l'emploi, on va parler en milliards. C'est vrai que c'est beaucoup, c'est vrai que ça sonne gros à l'oreille, mais c'est des trucs qui vont créer beaucoup d'emplois. Et on parle de 68 000 jeunes qui vont avoir du travail, qui seront pris en charge d'ici 2026 dans le cadre du PGDEC 3. Là, j'entends argent depuis un moment. Alain, Oui, non. Isabelle, vous voulez réagir? Oui, en fait, je veux réagir rapidement. En fait, ce projet-là, les 31 milliards en faveur de 21 régions, ça ne date pas de maintenant. C'est un projet qui date depuis 2019. Et ce n'est que maintenant, en fait, qu'il a été validé et que l'argent est prêt à être décaissé. Sacré timing, hein? Voilà, pour pouvoir financer donc, les différents projets jeunes. Donc, effectivement, sacré timing parce que ça tombe en fait dans l'année de la jeunesse, Dieu merci. Mais en revanche, il faut remarquer aussi qu'il y a 9 régions qui manquent à l'appel tout de même. Donc, il faudrait que le gouvernement puisse se pencher sur ces 9 régions supplémentaires. Quelles sont ces régions-là? Je n'ai pas la liste, hein, mais je pense que je vais me renseigner rapidement et puis je te dirai. D'accord. Mais je veux dire, ces 9 régions qui manquent à l'appel devraient également s'inscrire dans le projet du gouvernement. Après, mon autre point, c'est de savoir, une fois que les financements sont disponibles, comment est-ce qu'on suit ces jeunes-là? Est-ce qu'ils reçoivent effectivement les financements? Comment est-ce qu'ils les reçoivent? Et comment est-ce que ça va se matérialiser en fait sur le terrain? Bon, moi, j'ai toujours à l'esprit donc le cas d'Ougoutigui, hein, qui jusqu'à aujourd'hui en fait peine à pouvoir réellement s'en sortir dans la vie au vu du financement qu'il avait reçu il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques années déjà. Quel en est le suivi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui, comme lui, livrés à eux-mêmes? C'est la question que je me pose. Je pense, pour ajouter à ce que tu dis, hein, il y a, à mon avis, il y a malheureusement un problème de communication. C'est vrai, on voit des personnes, des jeunes recevoir des diplômes de formation, ils reçoivent du financement, mais je veux dire, l'Ivoirien lambda, lui, il voit tous ces milliards qui sont mis à disposition, mais il ne voit pas concrètement l'impact. Quand je dis impact, il y a des canaux de communication. On a par exemple nos chaînes de télé, donc Live TV, où on a la possibilité de pouvoir, chacun de ces jeunes qui a reçu du financement, qui a créé une entreprise, ou bien qui a trouvé du travail par le canal donc, de l'agence emploi jeune, ou bien d'un projet de PJGouv ou d'autres projets qui ont été mis en place comme le PGDEC, ces jeunes-là qui puissent venir expliquer comment ce financement reçu a permis de changer déjà leur vie et de créer de l'emploi. Parce que c'est pas palpable. Isabelle, vous avez évoqué le cas d'Ougoutigui, par exemple, qui peut être un cas qu'on considérerait comme un échec. Mais j'ai envie de dire, bon, je ne rentre pas dans les échelles. Dougoutigui, il était surmédiatisé, mais je pense qu'il y a mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de Dougoutigui, il y a également des personnes qui ont reçu des financements, qui ont réussi des choses. Oui, tout à fait. C'est celle-là qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vraie campagne de communication sur ces jeunes, ces personnes qui ont reçu du financement, qui ont créé par exemple des fermes, qui ont créé par exemple de l'emploi en faisant de la pisciculture ou de l'agriculture et qui vivent grâce à ce financement reçu, qui en vivent complètement, qui en plus produisent, qui apportent au PIB. Ont été insérés dans des entreprises. J'ai un autre point, c'est-à-dire qu'au final, on se retrouve en fait à financer des jeunes, et ça c'est très bien d'ailleurs, on se retrouve à financer des jeunes, mais les montants qui sont donnés, la plupart du temps, ce sont des petits montants. Donc moi je me dis, ça va on peut dire ça va de 100 000 à 5 millions, ou alors plus. Non, je ne dis pas non.
Mais je dis juste que dans la programmation, il faudrait qu'on arrive, en fait, par exemple, à, comment dirais-je, à identifier des secteurs clés. Prendre, par exemple, dans chaque secteur clé 10 ou 100 jeunes, je dis n'importe quoi, 10 ou 100 jeunes, par exemple, et qu'on leur donne un maximum de financement et un accompagnement. Je prends un exemple factuel. Dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, on dit on prend 10 jeunes et on en fait des champions nationaux dans ce domaine-là. Mais on les finance non pas à hauteur de 100 000, 500 000 ou 1 million de francs CFA, mais à hauteur de milliards, en fait. Mais il y a le Et projet ces jeunes-là vont Pépite, pouvoir par créer, exemple. exactement, et à travers ces jeunes, ils vont pouvoir créer d'autres emplois derrière. Donc ça peut créer en fait un engrenage qui va susciter en fait ce qu'on pourrait Mais appeler. il y a aussi donc, la possibilité, il y a aussi la possibilité. plein C'est d'emplois. c'est un schéma, c'est un schéma. Oui, c'est un schéma. Voilà, mais je c'est veux sorti dire, plutôt tout que droit de d'avoir votre- des petits financements donnés à chacun comme ça, on Mais- peut se dire, on se limite par exemple à tel nombre de jeunes, on les finance avec de gros montants et ces jeunes-là vont pouvoir employer derrière Et moi, je vous donne des un scénario milliers de jeunes, différent. en fait. Moi, je donne un scénario différent avec 10 milliards. Mais c'est le cas au Rwanda, je finance aussi un plus grand nombre de jeunes qui, avec leur créativité, avec leur âne, arriveront peut-être aussi à développer leurs Non, mais entreprises pour toucher réagir- plus de personnes. Oui, pour réagir à ce que Isabelle dit, en fait, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que on peut avoir le grand nombre, donc qui a peut-être avec 200 000, 300 000, peut monter un business, une TPE ou ce genre de choses, et on a Une autre catégorie. une autre catégorie qui a besoin de plus de Du financement, financement. à hauteur de projets industriels qui sont en train de lancer, de mener déjà. Et ça se voit. Je pense qu'il y a le projet Pépite qui est en Mais le cours. CI20 aussi. Le CI20 aussi, Oui. qui est plutôt axé tech. Mais Non, mais il y a déjà du les financement qui est reçoivent pourvu pas à hauteur financement l'État, de leurs besoins, en attends, fait. mais c'est des prêts, Voilà. en fait, ils ne sont pas subventionnés. Hein. Ce sont des prêts qu'ils reçoivent. Oui, Mais ce sont est-ce des que prêts ça qui ne sont pas participe subventionnés, mais ça aide. à faire travailler les jeunes et à employer d'autres jeunes. Si ça participe, on dit Dieu L'un merci, n'empêche pas Isabelle. l'autre. On peut L'un avoir des n'empêche pas l'autre, petits Isabelle. financements et de On grands peut financements. coupler, Voilà. effectivement, on peut coupler les deux. Bon, Mais il faut que Si on ça a- rentre dans un plan global, en fait. si on a réussi à se mettre d'accord que ça pouvait coupler, bah écoute, mon objectif est atteint. On va à la pub, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk, en compagnie d'Isabelle Beauvoir. Ça se passe bien, Isabelle? Super. Oh, bah, c'est le cas de le dire. Il se passe des choses pendant la pub. Ouais, exactement. Petit réglage. Exactement, il se passe beaucoup de choses pendant la pub. C'est ma fille qui me demande, papa, pendant la pub, est-ce que vous restez sans bouger? Bien sûr. Ah ouais. Voilà, tonton Alain, il a répondu à la question. Enfin, IMO. Voilà, ma chère Maëlys, voilà la réponse. On bouge pas, on reste comme ça. Sage comme des images. Voilà, on attend. Donc, tout se passe bien? Toujours. On se bien. Aujourd'hui, tout va bien, en tout Tout va cas. bien, c'est le cas de le dire. Alain Toussaint et Madame Edith Broubleu. Oui, C'est pas pourquoi mal. Pourquoi? Pourquoi sans nous citer? Non, parce que je vais me tourner vers vous tout à l'heure. Mais avant, Daouda Koulibaly eh bien, va nous évoquer la situation des élèves d'ALP qui, eux, réclament le remboursement des frais scolaires payés. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mon cher Non, Daouda? à l'épée, ce qui se passe, c'est que les élèves ont bloqué, ils ont vidé leurs camarades de la classe parce qu'ils disent que les frais scolaires qu'ils ont payés de 2000 francs. De base, les 2000 francs devaient servir à faire des cours d'informatique. Or, malheureusement, les ordinateurs ont été dérobés par des chapardeurs. Finalement, ça fait pratiquement 5 ans, non, 1 an ou 2 ans, il n'y a pas de cours d'informatique. Donc finalement, les enfants disent, bon, comme on ne fait pas de cours d'informatique, on a payé, remboursez-nous au moins notre argent. Voilà. Et effectivement, le montant de ces cotisations s'élève à plus de 5 millions en fait. Donc, la directrice de l'école avait dit qu'elle avait donné ordre au COGES de rembourser l'argent aux enfants, bon, ce qui n'a pas été fait. C'est pour cette raison que les enfants ont décidé de dire non, on ne va plus à l'école. Et par ailleurs, ils disent qu'ils n'ont pas de latrines, tout et tout. Donc, ils se sont plaints de beaucoup de choses comme ça. Mais la police qui est venue discuter avec les élèves et les mineurs, ils ont trouvé un point d'entente. Finalement, les enfants disent qu'ils vont reprendre cours. Mais j'espère que leur argent leur sera remboursé. Après, je me suis posé la question, les enfants payent eux-mêmes leurs cours, c'est leurs parents? Non, c'est les parents qui Ah, ont d'accord. payé. Ok, Quand je je parle comprends. des enfants, mais je veux dire, c'est les parents qui leur donnent On l'argent. vous dit, pour j'aurais les- bien entendu Mais c'est les parents. les enfants qui bénéficient des cours et Donc, c'est eux qui malheureusement, s'en plaignent. les cours d'informatique n'ont pas été délivrés comme ils se devaient. Donc finalement, voilà. Mais c'est dommage, on est arrivé à là, en fait. Des frais donc, sont prélevés pour un but bien précis, donc bénéficier de cours d'informatique. Et l'outil même de travail N'existe pas. n'existe pas. Il est dérobé, comme tu l'as dit.
et il n'y a aucune explication qui est faite ou de remboursement, parce que si on n'a plus la possibilité d'avoir le matériel de travail, mais autant rembourser les parents d'élèves. Mais moi, Après, parlez-moi un peu du fonctionnement le problème, des c'est COGES. Ouais, parce que- c'est les tout- projets toute n'existent une plus. nébuleuse, ça Mais n'existe si plus. l'argent est venu pour faire de l'informatique, que ça n'a pas été fait, moi, par bon sens, je dis le COGES, l'administration et les élèves pourraient s'asseoir pour dire, bon, comme il n'y a pas d'ordinateur, au moins on va vous faire les latrines. Ça va servir à faire des latrines ou à faire autre chose. Mais on est assis, personne ne parle, personne ne mais dit mot. Bon, c'est Si compliqué en si fait. c'est pour la salle Isabelle, allez informatique. rapidement. Si c'est pour la salle informatique, non, ils remboursent et puis après on fait un autre décaissement pour les Je latrines. dis, c'est 2000 Mais, quoi. mais après, moi, j'ai un souci parce que dans le cas d'espèce, il n'y a qu'une seule partie en fait qui s'est prononcée, notamment les élèves qui réclament. Mais l'école même, elle dit quoi Mais par je l'ai rapport à la dit, seulement que situation. toi. Mais non, on mais parle non, de- là, tu non, t'es en fait, je pas vais faire un petit face. rappel. Je vais faire un rappel. Daouda a estimé que la directrice de l'établissement a reconnu effectivement que la somme a été prélevée, mais il y avait également les déficits d'outils informatiques pour pouvoir mettre en place la salle Donc, elle a dit au informatique. COGES. Et donc, elle a instruit le COGES d'opérer donc un remboursement. Bon, après, allons-y à la solution. Je pense qu'il existe encore, Alain, vous me direz, des moyens de pouvoir mobiliser une vingtaine d'ordinateurs pour que les enfants puissent au moins... c'est possible encore, je pense. Bon, tout cela, c'est une question de vision. Je ne comprends pas qu'on fasse payer à des élèves des cours d'informatique, là où cela devrait être dans la politique du gouvernement. Donc cette initiative qui est prise par cet établissement, est-ce qu'elle est dans la ligne d'un projet gouvernemental ou alors c'est comment on dit, initiative privée. Voilà, privée, etc. Non. Nos enfants doivent dès maintenant être éduqués à utiliser les outils informatiques et cela doit faire partie de l'enseignement qu'ils reçoivent. Je pense qu'on a un ministère de l'économie numérique et des médias. Avant, c'était le ministère des technologies, c'est ça, nouvelles technologies. Maintenant, c'est le ministère de la communication Oui, et de c'est ça. l'économie numérique, Voilà, mais avant, numérique. c'était Donc, le ministère de exactement. l'économie On a numérique donc et des des institutions qui sont là, des Innovation. directions, etc., qui existent. Et je pense que l'accès à l'informatique ne devrait pas être payant. Déjà, là, c'est une opération totalement, à mon sens, illégitime, voire même illégale, parce que s'il y a des enseignements qu'on donne à nos enfants, ces enseignements dans le cadre de l'école doivent être gratuits. Maintenant, si c'est en dehors de l'établissement scolaire ou universitaire, effectivement, des privés peuvent gérer ce type de formation, mais quand c'est dans un établissement public de surcroît, il faut que cet Mais enseignement ça fait soit partie également gratuit. d'une question d'organisation. Je suis directeur d'un établissement. Je me rends compte, par exemple, qu'il y a un besoin, par exemple, pour les enfants d'apprendre l'informatique. Je m'entretiens avec les parents d'élèves. Mais ce qu'il a fait en liaison avec la direction régionale de l'enseignement. Donc, je pense qu'elle a, enfin, de elle a l'éducation prévenu nationale. le directeur régional de Oui, l'enseignement. mais il faut en référer au ministère parce que c'est l'État qui donne l'impulsion. C'est ça. On a dit on veut une société connectée, on veut réduire la fracture numérique, on veut permettre à nos jeunes, que quand même près de 3/4 de la population, d'avoir accès aux technologies, de les maîtriser. Mais Parce si que ça les met défis- du temps à se Oui. mettre en place, Non, et ça qu'on met peut pas- décider. ça met De pas toute du façon, temps. je ne suis pas sûr qu'on ait obligé les élèves à le faire. Je crois qu'ils étaient même d'accord pour le faire, histoire de se doter du matériel informatique. Là où ça coinçait, c'est quand on est d'accord pour faire quelque chose et que ça ne se met pas en place. Non, mais En fait, la de base, question, ils la étaient question tous est d'accord, en légitime. fait. Voilà. Non, Non, mais la question est quand même légitime. Exactement, parce ce que le fait qu'Alain de- dit est très Moi, je me rappelle, intéressant. à Sainte-Marie, on n'avait pas encore cette politique du tout digital, de l'informatisation au niveau des écoles, mais on avait une salle informatique. C'est un lycée public. On ne payait pas. Mais on avait un professeur, déjà à l'époque, en 2000, en tout cas jusqu'en 2002, on avait un professeur d'informatique, on avait une salle informatique, mais on ne payait rien. Donc, ça fait partie des prérogatives, en tout cas dans les écoles et les lycées, Ils sont lycées combien ces publics. établissements aujourd'hui qui Maintenant, peuvent avoir des maintenant, si ça fait partie, parce que tout ça, c'est la scolarité. Après, si au cours de l'année scolaire, la direction décide de proposer des cours d'informatique, là, c'est un autre volet où on demande à chacun des parents de participer à hauteur de 2000 francs, mais il faut que le cours soit effectivement fait. Voilà. Mais je crois que c'est ce sur quoi on est d'accord, hein, tous sur ce plateau, c'est que malheureusement, ce pourquoi cette somme a été prélevée, eh bien, ça n'a pas eu, ça n'a pas été mis en place. C'est que le coût n'a pas eu lieu. Parce C'est que tout. Oui, non, d'accord. eux, les élèves ne se plaignent même pas qu'ils payent. Ils se plaignent du fait que
on n'a pas fait le coup et notre argent est encore là-bas. On le met en perspective, je pense, parce que derrière, c'est les prérogatives de l'État. Bien sûr. Parce que moi, c'est la question que je me posais, c'est combien sont ces établissements-là aujourd'hui qui ont du matériel informatique, qui C'est quand même rare informatique. pour Mais beaucoup les d'écoles. établissements privés, Il devrait, entre le souhait, la volonté, la politique, son application et la réalité, Parce que les souvent, écoles le de chemin est salles assez long. aujourd'hui, les écoles publiques, les lycées publics, collèges publics qui ont des salles informatiques bien équipées, tout et tout, généralement sont accompagnés par des opérateurs de téléphonie qui le mobile. font. C'est ça. Voilà. Beaucoup d'opérateurs Mais le pour font. dire que l'État va s'élever pour dire, bon, ok, dans cette école, on a un cours d'informatique. Pour moi, je sais que les cours d'informatique, généralement, c'est dans l'enseignement technique et la formation professionnelle que ça existe. Mais Même dans le privé. l'enseignement général, c'est vraiment... Mais au privé, il y en a. Mais dans l'enseignement général, franchement, Bon. je n'ai pas encore vu de cours d'informatique. Bon, en tout cas, là, dans le cas d'espèce, Ils se sont pas à l'épée, ils ne s'étaient pas plaints, ils ont juste dit, on a cotisé, on veut notre matériel informatique. Si ce n'est pas le cas, ou au cas échéant, ramenez-nous. On devrait vraiment, je L'argent. pense que ça devrait faire partie des prérogatives, donc l'économie numérique et la communication, également au niveau de l'éducation nationale, que les élèves puissent avoir accès à l'outil informatique et que surtout, cet outil informatique qui est présent dans les écoles publiques, les lycées publics, soit également bien maintenu. C'est le problème de maintenance, parce que tu as des universités où il y a une connexion Il y avait Wi-Fi. une ancienne salle informatique. Oui, il y a Parce que des salles. la il y salle est avait à la des salles base, hein, informatiques. 2 Les ans après, les c'est une salles ancienne sont- salle. sont verrouillées, c'est-à-dire C'est scellé. qu'on ne permet même pas l'accès aux étudiants aux salles informatiques, alors que ce sont des salles, c'est du matériel qui doit être mis à leur disposition, qui est fait pour être mis à leur Et souvent, il disposition. n'est même pas renouvelé. Exactement, Parce que le problème de Pentium 2, maintenance. On a encore problème de maintenance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi, il y a une remise officielle de matériel informatique, et puis la suite, les élèves n'y ont pas accès, les étudiants n'y ont pas accès. On en fait toute une sorte de chasse gardée finalement, et après, ça devient des appareils vétustes. Ça doit changer. Je pense que c'est la vision, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais je crois que mes oreilles que j'ai Il laissées faut- traîner quelque part me font dire que cette vision-là, Et en cours. elle est en cours. Ben voilà, justement, donc bientôt à l'épée, ils auront une salle informatique. Sans ils n'auront avoir à plus payer. besoin de payer, puisque c'est l'État qui lui-même prendra la direction des opérations. Non, Il c'est faut vrai. le faire parce que nos jeunes en ont besoin pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. On parle tout le temps de capital humain. Exactement. Mais le capital C'est ça, humain, valoriser c'est le justement capital. la formation qui commence à la base, quand les enfants déjà se familiarisent avec l'outil informatique. Non, Donc, je c'est pense très qu'on important. est vraiment... C'est vrai que là, on est dans certainement une transition, mais je pense que certainement le tout digital, en tout cas digitalisation de l'école ivoirienne, est en cours. Et en plus, on parle de l'année de la jeunesse. C'est deux fronts qui vont se mêler à un moment donné. Et Donc, au-delà, on va bosser les mais je m'apprête à dire, au-delà de tout ce qu'il y a comme digitalisation, au-delà de tout ce qu'il y a comme digitalisation, il y a une question d'honnêteté. On a payé, on veut quelque chose. Si on n'a pas ça, on rembourse. Rembourser nos deux. Et puis, juste Fabrice, pour ne pas prendre du temps, juste 30 secondes, je veux dire, si on avance dans sur cette voie, demain, les manuels scolaires pour lesquels on lance des appels d'offres qui coûtent des milliards à l'État seront embarqués sur des tablettes. Que chacun de nos lycéens ou collégiens ait une tablette sur laquelle les manuels scolaires, donc les manuels de programme, sont embarqués. Il peut y avoir accès. Et cela fait des économies d'échelle. Plutôt que de lancer chaque année des appels d'offres pour demander à des privés de venir fabriquer des livres, les mettre sur le marché, etc. Moi, Donc, je suis c'est pour une les livres réflexion encore, hein, Oui, profonde non, mais qu'il faut vraiment avoir. C'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que moi, je me rappelle, quand j'étais encore sur les bancs de l'école, mon sac avec tous les livres et tout, j'avais beaucoup sûr. de problèmes en fait au niveau du dos, donc ça va vraiment Mais soulager. ça t'a pas tué, Oh Isabelle. non, mais Daouda, tu peux me laisser terminer, s'il te plaît. Après, il dira, Enfant il dira, terrible, là. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des initiatives à l'époque de certaines personnes que je connais, Daouda également les connaît, qui avaient déjà, il y a 5 ans, fait digitaliser donc les manuels scolaires Surtout, sur des tablettes. Oui. Exactement. Mais j'ai même envie de dire simplement pour vous mettre malheureusement, d'accord à chaque époque. ça a sa pris dans réalité. certains C'est pays, ça. On peut le bon, faire. peut-être Oui, pas chez oui, nous. oui, je pense que mais c'est bien. c'est possible. Voilà. C'est Parce que possible. la On a liste déjà des fournitures, l'expertise. plutôt que d'aller jeter 50 livres qui peuvent nous coûter cher, les livres sont dans les tablettes avec une clé. Et Bon. souvent, livres de droit. Il y a des livres qui sont sortis depuis 100 ans. Par exemple, ça, c'est la loi sur le droit d'auteur. Ces livres sont accès donc, gratuitement. On peut y avoir accès gratuitement. Et donc, on a Et puis on Mais économise. ça va, Et ça on va, ça va. économise. On économise. Mais ça pour montrer Le que papier, c'est oui, possible. on économise le papier, oui. Pour montrer que c'est possible, à C'est- l'école de mes enfants, moi je ne paye pas de fourniture scolaire. C'est-à-dire depuis 5 ans, 6 ans, je ne paye pas de fourniture scolaire parce que tout est digitalisé. C'est quelquefois, on va demander un roman, mais c'est 2 romans dans l'année. Mais tout le reste, tout est digitalisé. Moi, dans l'école de ma fille, elle me ramène encore ce cahier vert, ça c'est le cahier d'exercice, le cahier Et tu sais, bleu. le fait le plus On va marrant,
On va au Ah, JT. monsieur, j'ai oublié mon livre à la maison. C'est ça. Et surtout certains que je connais qui volaient les livres de leurs amis. On va au JT.